Bonjour à tous, donc je suis Patrice Renaud, je suis chef de projet numérique et école inclusive à la direction du numérique pour l'éducation et je vous propose là de voir ce que fait le ministère de l'Éducation nationale par rapport au manuel numérique scolaire et en particulier pour les élèves qui sont porteurs de troubles 10. Alors déjà, de quoi parle-t-on? C'est vrai que le livre scolaire, c'est un outil majeur à l'école, hein. Il se présente sous des formes extrêmement diverses, hein. Rien que par les contenus, on peut distinguer le manuel scolaire proprement dit, des ouvrages de littérature, des livres pour enfants, hein, qui ont des formes extrêmement diverses, des cahiers d'exercices, des livres d'art, des manuels techniques, des fichiers d'exercices. Donc vous voyez des outils qui finalement sont regroupés sous le même nom, mais sont quand même assez différents. Alors après, on peut distinguer aussi la forme, hein, essentiellement sous forme papier. Alors c'est vrai que le papier est sans doute la forme la moins accessible pour des élèves en situation de handicap, hein, d'ailleurs quel que soit le trouble. Et ce que je défends, ce qu'on défend, c'est qu'en fait la forme numérique, à condition qu'elle soit bien structurée, bien pensée, est souvent une forme beaucoup plus adaptée. Alors on trouve des formes numériques assez diverses, hein, on trouve de simples PDF qui peuvent être d'ailleurs relativement bien accessibles, hein. Il y a une norme à connaître, c'est le PDF UA, hein, qui permet d'assurer que le document qu'on a en main respecte un certain nombre de règles d'accessibilité. L'EPUB, hein, qui à mon avis a beaucoup d'avenir et permet d'embarquer beaucoup de fonctionnalités d'accessibilité, hein, notamment. On retrouve aussi des documents sous forme de traitement de texte, hein, donc les formats aussi bien de Word qu'OpenOffice, et quelquefois, malheureusement, ce sont souvent de simples fichiers images, à partir desquels on peut pas faire grand-chose. Voilà. Donc j'aurai l'occasion d'évoquer tout ça à propos des actions menées par le ministère, notamment sur les formats. Alors on trouve aussi de plus en plus, hein, ça se développe énormément, des plateformes, hein. Donc les manuels numériques scolaires sont associés à des services, hein, ce qu'on appelle les services associés, et on le trouve notamment sur les banques de ressources numériques pour l'école, hein, les BRNE, sur le site EduTech, j'en parlerai aussi tout à l'heure. On trouve aussi des sites qui ont été développés par des organismes, hein, des associations ou des éditeurs, hein. On peut citer Lire et apprendre tous ensemble, hein. Voilà, donc trois plateformes, vous voyez, où on retrouve beaucoup de ressources qui sont gratuites d'ailleurs, hein, donc n'hésitez pas à les visiter, et qui sont relativement bien handi-accessibles. De plus en plus, on se tourne aussi vers des applications mobiles. Donc les règles d'accessibilité s'appliquent aux applications mobiles. C'est la loi, hein, enfin du moins depuis le mois de juin. Donc c'est encore assez récent et les règles et les méthodes de vérification sont encore en cours de définition. Mais bon, c'est sûr qu'à l'avenir, on aura de plus en plus cette forme-là à prendre en compte à l'extérieur de l'école, parce qu'on n'utilise pas seulement le manuel scolaire à l'école, mais aussi à la maison, hein, mais aussi à l'école. Alors, qu'est-ce qu'adapter? Alors, adapter, je pense déjà la première règle, hein, c'est de conserver la ressource initiale, hein. Il ne s'agit pas de revoir de fond en comble les manuels scolaires au prétexte qu'on a une grande proportion d'élèves, c'est sûr, hein, qui sont en situation de handicap, qui n'y ont pas accès. Les autres élèves doivent pouvoir aussi disposer de la ressource initiale. Par contre, à côté de cette ressource, on peut disposer, on devrait pouvoir systématiquement disposer à l'école d'une ressource adaptée. Donc c'est ce qui a été prévu dans le dispositif Platon, hein, qui est porté par la Bibliothèque nationale de France et donc le ministère de la Culture, qui prévoit que dans le cadre de l'exception handicap au droit d'auteur, il est tout à fait possible d'adapter un certain nombre d'ouvrages, dont le manuel scolaire numérique, hein. Donc je ne vais pas revenir ici sur ce dispositif parce qu'il a été évoqué précédemment, hein, et donc on a cette possibilité-là, et c'est une des deux possibilités, puisqu'il serait préférable bien évidemment de disposer d'une ressource, hein, ou deux ressources nativement accessibles, c'est-à-dire qui embarquent dès le début des fonctionnalités d'accessibilité ou qui aient été pensées pour être utilisables par tous, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Alors il y a un certain nombre de normes, hein, qui permettent de créer, hein, de s'assurer que ces ressources sont accessibles, hein. On avait notamment l'éducation nationale développée il y a quelques années A2RNE, hein,
pour l'accessibilité et l'adaptabilité des ressources numériques pour l'école. Et là, depuis un an environ, ce qui s'applique pour toutes les ressources que nous développons ou que nous mettons en production, il s'agit du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité dans sa version 4.1 qui est absolument obligatoire. Donc vous voyez, il y a un balancement entre des ressources qu'il va falloir adapter parce qu'elles n'ont pas été créées, pensées pour des élèves en situation de handicap et des ressources qui vont être par contre, elles pensées dès le début, donc nativement accessibles, ce qui est mieux parce que du coup ça fait beaucoup de travail en moins, on en dispose rapidement et surtout le coût en général est inférieur. Les actions de l'éducation nationale, du coup, elles vont aller dans deux directions. À la fois une aide pour l'automatisation de l'adaptation et une promotion, hein, ce que je viens de faire, de l'accessibilité native. Alors pour l'automatisation de l'adaptation, on met en place dans de très nombreuses écoles, alors c'est notifié par la MDPH, c'est fourni par les services de matériel adapté de l'éducation nationale, mais des scanners, hein, des scanners mobiles, des logiciels de reconnaissance optique de caractère, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. Ce que j'ai l'habitude de dire aussi, c'est qu'il serait souvent beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace que l'enseignant qui a, dans la majorité des cas, réalisé ces documents sur outils informatiques, les transmette en amont à l'élève, plutôt qu'on soit obligé de reprendre le document, de le scanner et d'appliquer une reconnaissance optique de caractère. Alors après, il y a des outils qui sont assez répandus dans les écoles et qui peuvent rendre des services à tous les élèves, hein, pas seulement aux élèves en situation de handicap. Hein. Je pense à Disvocal, je pense à tous les outils qui sont gratuits là pour le coup du Cartable Fantastique. Je pense à Studis qui est très utile au collège et au lycée. Ensuite, on trouve des outils qu'il faut connaître, comme Google Lens, Microsoft Lens, qui associés à de l'intelligence artificielle vont permettre de transformer des documents papier en documents numériques et du coup donner une forme, adapter la forme pour qu'un élève, par exemple, porteur de trouble 10, puisse accéder plus facilement. Alors, dans cette automatisation, alors les systèmes précédents Google Lens et Microsoft Lens y font appel, hein, l'intelligence artificielle. On nourrit beaucoup d'intérêt pour ces technologies-là, qui permettent de faire de la reconnaissance d'images maintenant directement, de la reconnaissance faciale, de la lecture labiale, donc qui sont extrêmement adaptés pour d'autres troubles que les troubles 10, mais qui vont rendre à l'avenir d'énormes services. Cette intelligence artificielle, elle permet aussi de faire des résumés de texte, de faire du sous-titrage, de faire de la traduction, d'être le moteur des assistants vocaux virtuels. Donc voilà, donc beaucoup de technologies qu'on surveille, qu'on regarde, sur lesquelles on a de la veille et qui, à mon avis, vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans l'adaptation des manuels scolaires numériques en particulier. Et en parallèle, je le disais tout à l'heure, cette promotion de l'accessibilité native, parce que si dès la conception, on pense qu'une partie des utilisateurs, une partie des visiteurs d'un site sont en situation de handicap ou pas, ont des besoins particuliers, et du coup, on va gagner énormément de temps quand on va baliser les documents, quand on va penser à donner des alternatives aux illustrations, quand on va construire intelligemment les tableaux. Et donc du coup, on va offrir finalement des documents, on va offrir des sites, on va offrir des livres scolaires qui vont être finalement aussi plus utilisables par tous les élèves. Et là, on passe de l'accessibilité finalement au design, à ce que nous on appelle l'UX, le fait qu'un document soit beaucoup plus accessible à tous. Et donc c'est sans doute la voie qu'il va falloir emprunter le plus à l'avenir, mais ça nécessite de former tous les acteurs. Alors donc les actions du ministère, on arrive donc sur cette formation, formation, information souvent, formation des enseignants et pas que des enseignants. On a les AESH qu'il faut former à l'adaptation des documents, au choix des bons documents. Quelquefois, l'enseignant va choisir un ouvrage qui n'est pas le plus adapté pour ses élèves en termes d'accessibilité, alors même que l'œuvre
existent hein, sous forme adaptée. On a, pour mieux former, pour mieux informer les enseignants, créé un site hein, qui leur est destiné, Cap École Inclusive, avec un certain nombre de ressources, de gestes professionnels. Hein. L'accès, bien sûr, gratuit et facilité sur simple adresse professionnelle. Le deuxième axe, c'est une mise en accessibilité des plateformes et des supports. Alors, bon, les plateformes du ministère sont très nombreuses, hein. On a des sites, des intranets, des extranets, des applications professionnelles. Donc, on a voilà, énormément de travail à faire pour justement respecter la loi, hein, respecter le RG2A que j'indiquais tout à l'heure, hein, et les supports, parce que les supports qui sont présents, donc les supports, c'est les documents hein, qui sont en téléchargement qui sont sur les plateformes doivent eux-mêmes être tout à fait accessibles. Donc quand on parle d'un PDF, ben, il faut qu'il soit complètement balisé, qu'il y ait des niveaux de titres corrects, qu'il y ait des textes de remplacement, que les tableaux soient bien gérés, que les listes à puces soient de véritables listes à puces, et ainsi de suite, qu'on puisse naviguer par exemple uniquement au clavier, hein, sans utiliser de souris. Il faut que les contrastes soient bien respectés. Donc voilà, il y a un véritable travail à faire dès la conception des supports. Et là, bah, voilà, il faut former et encore former bah, tous les acteurs du système éducatif. Alors on travaille avec notamment les éditeurs scolaires, on travaille depuis très longtemps avec eux sur le numérique, hein. C'est une des missions de la direction du numérique pour l'éducation à laquelle j'appartiens. On travaille avec eux sur les questions d'handi-accessibilité depuis de très nombreuses années et on s'entoure voilà, sur ces histoires-là, bien entendu, on se nourrit hein, des travaux de recherche. Hein. Il y a vraiment des chercheurs qui travaillent à la fois sur l'accessibilité, à la fois sur les documents et qui travaillent aussi sur bah, tout ce qui est apprentissage, hein, voilà, et qui nous montrent qu'un document qui est mieux structuré, bien conçu, bien accessible, bah, finalement c'est un document qui permet de mieux apprendre. Le ministère finance hein, et aide à la diffusion de ressources numériques pour l'école. C'est le dispositif que vous connaissez peut-être qui s'appelle EduUp, hein, qui n'a pas été créé pour le handicap, mais qui dans ses gènes a vraiment la prise en compte de la différence, notamment la différence à l'école. Et donc on vérifie systématiquement que les applications qu'on finance soient suffisamment accessibles pour être utilisées par tous. On finance aussi des applications spécifiques pour des élèves en situation de handicap, applications, logiciels, plateformes sans lesquelles bah, la scolarisation serait vraiment très compliquée. Donc là, on est plutôt sur des développements spécifiques, mais voilà une des actions dont on est particulièrement fier au ministère. On soutient on va dire je sais pas, une douzaine, une quinzaine d'applications, de plateformes par an. Et dans le domaine du handicap, on est pratiquement à 70-80% des applications soutenues. Hein. Donc une très belle action en direction des élèves différents. Voilà quelques exemples. Donc là, c'est pas dans le domaine des 10, hein, mais vous voyez qu'on a par exemple, donc ce sont des porteurs de projets qui peuvent être des éditeurs privés, des associations. Il faut qu'ils aient une personnalité morale. Hein, quelquefois des startups. Là, on a le cas de l'Escalier, hein, qui est un éditeur, et on a l'adaptation, vous voyez, d'un ouvrage qui est utilisé assez régulièrement à l'école, Poule Rousse, vous voyez, avec une adaptation en pictogramme. Donc quelquefois, on va très très loin et on tient à ce que l'ouvrage soit utilisable par tous. Hein. Donc il y a le texte tout à fait habituel, il y a les illustrations tout à fait classiques, mais à côté, on a une banque de pictos qui va permettre d'avoir un accès facilité pour les élèves ben, qui en auraient besoin. Donc un ouvrage très inclusif. Deuxième exemple, je l'évoquais en introduction, lire et apprendre tous ensemble. Là, on est sur du bilinguisme français LSF. Donc on a les ouvrages, c'est tout à fait libre, hein, gratuit, vous pouvez y aller. Vous rentrez l'adresse dans le moteur de recherche hein, et vous arrivez sur ce site. Donc vous avez, vous voyez, c'est classé par âge. On a l'ouvrage tout à fait classique, mais à côté, j'ai des vidéos en LSF pour les élèves ou leurs parents hein, qui en auraient besoin. Donc là encore, une volonté de faire du manuel. Alors c'est pas du manuel scolaire, mais ce sont des ouvrages utilisés en classe ou à proximité de la classe, hein, par exemple à la maison, et qui permettent de véritables apprentissages dans le cadre d'élèves qui sont en bilinguisme français et langue des signes française.
Arthur et Zazou qui vient de sortir. Là encore une fois, vous voyez, on est dans le domaine de la langue des signes française et avec une partie aussi en facile à lire et à comprendre, hein. Donc on vise un public très large et des ouvrages tout à fait utilisables par tous, même si on n'est pas en situation de handicap. Dans le domaine, plus spécifique des élèves porteurs de 10, on travaille beaucoup avec Mobidis, hein, qui a développé la technologie, Frog, hein. Ils ont fait des choses extrêmement intéressantes, hein. Je pense à Sondo et à Sondido, hein. Vous avez ici voilà, les visuels. Donc là, il s'agit, vraiment de lecture vocale, c'est pas juste de la lecture par un ordinateur, hein. Ce sont des voix enregistrées. Enfin, il y a vraiment un vrai travail de fond et on travaille avec eux dans le cadre d'un projet EduUp, hein, qui s'appelle Magenat. L'idée, c'est d'arriver à prototyper un outil d'adaptation des manuels scolaires, hein, en version numérique Frog, donc vraiment adapté pour les 10. Et c'est un projet extrêmement ambitieux, hein, et je pense qu'il va nous rendre à tous de grands services. Bah, la lecture vocale, elle n'est pas réservée aux élèves en situation de handicap, hein. Elle est très utile aussi à des élèves très nombreux, hein, qui sont en situation de mobilité, bah, par exemple dans les transports en commun, hein. Certains élèves font des transports particulièrement longs et il peut être, voilà, puis un côté peut-être plus ludique, hein. Les jeunes sont beaucoup plus sur la vidéo, sur l'audio, que l'écrit, et du coup ça peut être une première entrée, l'audio, pour ensuite retourner vers l'écrit, donc à ne pas négliger aussi, pour tous les élèves. Le débat derrière les outils là que je vous présente, à l'instant, vous voyez des stylos lecteurs, hein, donc ce sont des stylos, on va balayer le texte et on va avoir un retour audio. À mon avis, ce sont des outils extrêmement intéressants. C'est des outils très légers, pas excessivement chers, hein, les MDPH peuvent les financer. Il y a une durée de la batterie, c'est tout à fait conséquent. Ça peut lire en plusieurs langues, donc ça peut permettre aussi l'apprentissage, de langues. La question qui se pose derrière, c'est quelle utilisation je vais en avoir en examen. Et le débat, il porte autour de, bah voilà, est-ce que je suis dans la compensation, ce que je pense profondément, hein. Un élève porteur de 10, à mon avis, a besoin de ce type d'outil, vous voyez, qui est très discret, c'est bien plus discret qu'un ordinateur. Ça va lui donner une véritable autonomie dans sa vie professionnelle, hein. Toujours avoir en tête qu'après l'école, bah, il y a l'emploi et que bah, tous les moyens de compensation qu'on va mettre en place à l'école, bah, il faut qu'ils soient utilisables aussi en entreprise. Et là, on a typiquement un outil, bah, voilà, qu'on peut utiliser avec discrétion pour prendre connaissance d'un texte. Voilà, on est 10 et on reste 10 toute sa vie. Et donc, on a vraiment besoin de ces outils de compensation. Et le débat, il porte avec certains services, hein. On essaie vraiment, nous, d'avoir une mission d'évangélisation auprès de ces services pour leur dire mais non, on n'est pas dans l'augmentation, on ne donne pas des moyens supplémentaires, on rétablit l'égalité des chances auprès d'élèves qui ont une véritable fatigue par rapport à des textes, hein, notamment des textes longs, des consignes, quand on offre ce type d'outils. On retrouve, ben voilà, j'ai mis en illustration Pistorius, hein, des débats qu'on a eus à l'époque, hein, par rapport à ce grand sportif qui passait, bah, par exemple, sur des JO de catégorie de paralympique à concourir avec des athlètes valides, tellement voilà, bah, ses scores étaient bons. Mais c'est quand même c'est toujours quelque chose qu'on a en tête. Ce que les enseignants ont en tête finalement, c'est quand on met en place des moyens de compensation et que bah, tiens, l'élève devient bon, hein, d'excellents résultats, ah, bah, c'est qu'on est dans des moyens d'augmentation. Ce qui n'est pas vrai, hein, voilà, c'est simplement qu'on a mis en place de bonnes compensations et c'est aussi pour ça bah, qu'on doit se battre bah, à tous les instants, hein. C'est ce qu'on fait dans les formations auprès des enseignants et auprès aussi des cadres, hein, qui gèrent notamment les centres d'examen pour faire justement accepter ce genre de technologie. On a développé toujours dans le cadre d'EduUp des outils tout à fait intéressants. Ça s'appelle DV Fabrique. Alors au départ, DV pour déficients visuels, c'était plus
partie du souci que finalement dans les livres scolaires on avait beaucoup d'illustrations, beaucoup de schémas, beaucoup de cartes, beaucoup de diagrammes et que toutes ces choses-là, bah, elles sont très compliquées à adapter. On peut les faire adapter par des organismes adaptateurs, mais c'est très long, hein, c'est très chronophage. Et quand l'ouvrage finalement est adapté, bah, l'élève il est plus dans la bonne classe ou il a plus besoin du manuel parce qu'on est passé à un autre chapitre. Et l'idée c'était d'aider à monter en compétence, hein, des différents professionnels, des enseignants, et de leur fournir un outil qui leur permette eux-mêmes d'adapter très facilement avec quelques outils, bah, des cartes, des schémas, des graphiques, et du coup proposer à leurs élèves bah, des documents qui seraient sinon tout à fait inutilisables, hein. Donc voilà, c'est un outil qui a été créé par un adaptateur, donc quelqu'un qui connaît profondément ce métier-là, et c'est une des fiertés dans le dispositif EduUp, hein. C'est gratuit, hein, c'est en ligne, n'hésitez pas, pareil encore une fois, à aller voir, hein, parce qu'il n'y a pas, loin de là, il n'y a pas que du texte hein, qui pose problème aux élèves porteurs de 10. Et là, on détient sûrement une des clés qui permettent d'adapter des documents complexes. On a beaucoup, beaucoup travaillé avec le Cartable Fantastique, hein, qui fait un super boulot, avec notamment bah, les fantastiques exercices, où là l'idée elle a été absolument géniale, hein. Encore bravo à Caroline Huron, puis à Valérie Grimby. C'est de renverser l'idée de dire on va adapter des documents existants pour les élèves en situation de handicap. Là, c'est le contraire, on va partir d'un corpus de textes bah, qui a été soit libre de droit, soit créé par le Cartable Fantastique. Donc on élimine déjà le problème des droits. On crée les documents d'abord pour les élèves qui présentent des troubles de la dyspraxie, quoi, en fait, hein. Et donc, on va leur proposer des exercices numériques parce que la forme numérique pour ces élèves est de loin la forme la plus adaptée. Mais si je veux, donc c'est les deux types d'exercices que vous voyez sur la partie gauche du document, mais si je veux que cet outil soit utilisable par tous les élèves de la classe, il faut que d'un simple clic, je puisse fournir à l'enseignant et aux autres élèves une forme qui est dans la forme classique. Et donc on passe, vous voyez, d'un simple clic bah, des éléments qui sont à gauche, hein, qui vont être proposés bah, aux élèves qui en ont besoin, à la forme à droite qui va être une forme plus traditionnelle. Et en fait j'ai adapté un document pour les élèves porteurs de dyspraxie à des élèves dits ordinaires, hein, en situation ordinaire. Et donc, du coup, on a une acceptabilité beaucoup plus importante à l'école, hein. Encore, voilà quelque chose qui a été développé dans le cadre d'EduUp. Autre type d'action du ministère, j'ai évoqué tout à l'heure les banques de ressources numériques éducatives, hein. Ce sont des outils gratuits avec des services associés, c'est-à-dire que je peux faire des groupes d'élèves, je peux gérer mes groupes, je peux faire des parcours personnalisés. J'ai énormément de contenu, et dès la création de ces banques de ressources numériques éducatives, on a insisté pour que l'anti-accessibilité soit prise en compte, alors à la fois dans les documents élèves, mais aussi dans les services associés, parce qu'il y a des enseignants qui ont des besoins particuliers. Donc il y a des polices spécifiques, il y a un respect des règles d'accessibilité, et on est actuellement en train d'instruire de nouvelles banques. Et là, ben, on a dit hein, très clairement aux soumissionnaires, il existe des banques de ressources numériques éducatives dont l'accessibilité avait été bien pensée. Là, on augmente le niveau. Ne pourront soumettre des offres que les gens qui auront apporté des preuves de concept, en fait, qui savent faire, qui savent montrer qu'on peut respecter dans ces outils très utilisés à l'école des règles d'accessibilité. Donc n'hésitez pas à aller visiter bah, ces banques, hein, elles sont, ça tient l'appel d'offres avec des adresses différentes, hein. Elles sont gratuites, hein, il faut juste s'inscrire avec une adresse académique, hein, et on a là, à mon avis, des contenus extrêmement riches. Alors, on peut toujours aller plus loin, hein, et c'est vrai que le RG2A, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité que j'évoquais tout à l'heure,
qui est en service maintenant et encore plus exigeant. Et donc, eh ben, nous, on est aussi plus exigeant dans nos appels à projets et dans nos appels d'offres, hein. C'est le cas d'EduTech, hein. EduTech, c'est un portail que vous connaissez peut-être, pareil, hein, de grandes ressources, hein, de très nombreuses ressources qui sont fournies par des établissements publics à caractère culturel. Et sur simple inscription avec une adresse académique, j'ai accès à énormément de ressources intéressantes. Alors, ça n'avait pas été pensé handicap à l'époque où EduTech avait été lancé. On est en train de tout remettre au carré avec les partenaires, hein. Donc, une très grosse refonte à la fois sur le portail des partenaires et sur les ressources qui sont embarquées. Donc, encore une fois, voilà un véritable effort en direction des élèves en situation de handicap sur finalement bah, des choses qui sont de nouvelles formes, on peut l'appeler comme ça, du manuel scolaire numérique, hein. Que ce soit les banques de ressources numériques éducatives et EduTech, c'est sans doute ce qui rend, enfin ça remplacera pas, ça va vivre en complément, mais c'est des compléments particulièrement intéressants pour les élèves handicapés pour construire des compétences et des connaissances. On a des académies hein, qui travaillent beaucoup sur la question du handicap, hein, qui ont créé bah, vous voyez, des outils hein, comme le cartable de poche. Allez voir, vous voyez, ça embarque bah, des outils que vous connaissez tous, hein, qui, voilà, qui sont bien utiles. Voilà un exemple, hein, par exemple le Pas-de-Calais, le CNED qui a toujours des outils trop mal connus, hein, sont les mallettes Accessiprof et vous voyez notamment une mallette concernant les troubles 10, hein. Donc, il faut en parler aux enseignants. Si vous êtes parent, si vous êtes enseignant, allez le voir, hein. C'est fait par des enseignants pour des enseignants et c'est d'une excellente qualité. Voilà, ben, je tiens à vous remercier pour votre attention. N'hésitez pas à revenir vers moi. Vous avez mes coordonnées sur la diapo. Et voilà, j'ai regretté de ne pas pouvoir être en direct ce soir, voilà, pour des questions notamment familiales. Mais c'est toujours avec un grand plaisir que j'essaie de communiquer avec vous. Et si vous avez des problèmes un peu particuliers, n'hésitez pas à me contacter et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, bonne fin de seconde nuit des